Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cette amphi du village des solutions de l'AFPA d'Istres pour ce premier forum international sur l'intelligence artificielle pour la formation des adultes. Nous sommes retransmis aussi sur la plateforme de l'AFPA en direct pendant toute cette journée. Et je vais tout de suite donner la parole à monsieur François Bernardini, maire d'Istres et président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence. Monsieur le maire. Oui, mesdames, messieurs, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur, monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur, mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé de ne faire qu'un passage plus que furtif, vraiment limité, mais aujourd'hui, il y a une journée particulière puisque c'est la fin des territoires promulgués par la loi, et donc nous avons toute une série, y compris d'ailleurs une assemblée plénière cet après-midi, pour effectivement donner un peu d'importance à cette journée. Intelligence artificielle, le mot me fait un peu peur, je le disais en arrêt, et me donne quelques complexes. Parce qu'effectivement, déjà, l'intelligence, on essaie effectivement d'en avoir les meilleures bribes, en faisant peut-être même un petit programme de choix, c'est tellement utile lorsqu'on a des responsabilités. Mais artificiel, c'est effectivement quelque chose qui, par la nature du vocabulaire employé, peut effectivement ne pas sortir de l'inné et peut-être pas même de la connaissance. Bon, effectivement, ce serait là un peu moins naturel. Moi, ce qui m'intéresse, et je remercie particulièrement monsieur le sous-préfet qui a vraiment un sentiment puissant, offensif sur le sujet, c'est parce qu'il colle à deux choses. La première, c'est bien sûr le lieu, et pour moi, c'est un élément de résurrection, car effectivement, l'AFPA était promise il y a quelque temps à une mort certaine, grâce à la mobilisation des uns et des autres. On a pu effectivement sauver cette institution qui est remarquable et qui, je dirais, vient apporter des services effectifs dans le cadre de la formation. Donc aujourd'hui, il y a une recherche d'identité, quelque chose qui se cadre mieux avec l'avenir, quelque chose qui se cale mieux, c'est le deuxième aspect de mon plaisir d'être avec vous pour vous le dire, avec l'identité du territoire. Car nous avons effectivement une formation au sens complet du terme, de caractère industriel, quelque chose qui s'apparente bien sûr à des créations d'emplois, mais aussi, plus que ça, à la culture de vie de cet espace. Et nous avons besoin, bien sûr, de le régénérer, mais nous avons aussi de le renforcer. Donc, à partir du moment où l'industrie se pose comme un espace où, effectivement, des nouveautés, des façons un peu plus adaptées à l'évolution du temps est nécessaire, eh bien, il est bien que, à côté, à proximité, on ait des réponses. C'est ce qui a manqué quelquefois à l'AFPA. C'est quelque chose dont on a besoin d'essayer de relier, bien sûr, à ce qui est la recherche de résultats, mais aussi à la capacité propre pour l'obtenir. Et effectivement, nous en avons maintenant une certitude que la majeure partie des moyens qui sont consacrés peuvent effectivement se retrouver, se réaliser ici, tellement qu'avec la force politico-administrative de l'État, avec l'engagement de l'État, avec l'engagement personnel de notre sous-préfet, avec nos volontés politiques d'arriver effectivement à hausser les moyens et à hausser les facultés pour y parvenir, que je souhaite, et aussi avec quelques industriels de grande qualité et chercheurs qui sont avec nous. Nous sommes là pour essayer de donner le point de départ à un site reconnu, et je suis déjà très heureux que des représentants d'autres pays, voire de continents, avec bien sûr une qualité reconnue en la matière, puissent se tourner vers nous pour
dire qu'ils attendent des choses de notre part, mais aussi qu'ils vont y participer pour en faire le lieu où le numérique va battre son plein au point de révolutionner notre territoire et porter sa contribution à l'économie nationale. Je vous remercie. Merci. Monsieur François Bernardini, maire d'Istres et président du Conseil des territoires Istres, Ouest-Provence. Monsieur Bernardini qui va nous quitter. L'occasion pour moi, avant de donner la parole à Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA, de saluer la présence avec nous de monsieur le sous-préfet Régis Passeriot, de monsieur le préfet Jean-Martin Jasper, de Sylvie Clément-Cotus, directrice régionale adjointe de l'AFPA, et de Magali Sirerol, la directrice de l'ingénierie en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'AFPA. Et je donne la parole donc maintenant au directeur régional de l'AFPA, monsieur Alain Mahé. Alors on est à deux. Voilà. Donc Sylvie Clément-Cotus, que j'ai présenté juste à l'instant, qui est avec Alain Mahé. Effectivement, on va vous dire quelques mots à deux, parce que c'est à l'image de la façon dont l'AFPA est organisée et dirige cette région. Je suis le directeur régional de deux régions. J'ai l'honneur d'en diriger deux. Je prétends que ce sont les plus belles, celles qui bordent le pourtour méditerranéen. Je dirige les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Occitanie. Et par conséquent, pour réussir cela, il est indispensable que j'ai une direction régionale adjointe, et c'est Sylvie Clément-Cotus qui l'assure, et donc je tenais à ce qu'elle soit à côté de moi et que nous parlions d'une voix pour ces mots d'accueil, après les mots de monsieur le maire qui nous font plaisir et qui sont très précieux. Monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, monsieur le préfet de la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle, chers partenaires, représentants des structures associatives, des structures institutionnelles importantes pour l'AFPA, chers collègues. Nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir ici sur Istres pour ce premier forum de l'intelligence artificielle. Je voudrais d'abord excuser quelqu'un de très important, qui est Pascale Dartois, la directrice générale de l'AFPA. Elle aurait souhaité être ici. Elle est aujourd'hui dans une manifestation très importante sur Paris autour d'un autre enjeu qui est celui du recyclage, qui est celui de l'économie circulaire, qui est aussi celui d'un formidable challenge pour l'environnement. Et elle n'a pas pu être aux deux endroits à la fois. Elle s'excuse, elle est très heureuse que cet événement ait lieu. C'est elle qui pilote la stratégie de l'AFPA, son plan de transformation et son redressement. Et donc, je voulais bien évidemment la remercier et l'excuser. Je voudrais remercier aussi Sylvie, qui a évidemment beaucoup œuvré à l'organisation de cette journée. Au titre de l'AFPA, remercier aussi Magali, Magali Sirerol, qui est la directrice de l'ingénierie et de l'innovation régionale, mais qui a été pendant plus de 18 mois la directrice de Istres, de ce centre, et qui en a donc présidé aussi à la construction de son projet dans le territoire, de son ambition territoire et la construction du village des solutions. C'est elle qui était directrice au moment où nous avons eu l'idée, au moment où il y a eu la première rencontre et où nous avons eu l'idée de ce forum. Remercier au titre de l'AFPA aussi messieurs Sadoc et Fulbert qui sont ici, qui interviendront tout à l'heure dans une table ronde et qui est pour Christophe Sadoc le directeur de l'ingénierie et de l'innovation de l'AFPA, c'est-à-dire que tout le moteur de ce qui caractérise l'AFPA, de ce qui la distingue, son ingénierie de formation, de certification, sa capacité d'innovation, est pilotée par cette direction, avec le réseau, avec les régions, avec les équipes, mais ce sont eux qui sont au pilotage et je le remercie de cette présence. Et enfin, pour l'AFPA, je remercie l'équipe de direction d'Istres, parce que c'est toujours organiser quelque chose comme ça est toujours mobilisateur pour tout le monde. Remerciements aussi à monsieur le maire qui vient de nous quitter, parce que il l'a dit, c'est un grand soutien pour le centre de Istres et pour ses projets. C'est aussi quelqu'un qui porte nos projets. Je remercie bien évidemment les représentants ici de l'État et du ministère, parce que, je dois le dire, c'est quand même eux qui ont été
avec nous, mais particulièrement moteur dans la phase d'initiative et d'initiation de cette manifestation. Voilà, soyez tous les bienvenus au village des solutions de l'AFPA d'Istres. Ce site est emblématique, le maire l'a rappelé, emblématique au niveau national parce que c'est certainement le site qui va le plus rapidement et qui a commencé le plus rapidement à incarner la transformation de l'AFPA. Ici, on va avoir quelque chose qui va beaucoup évoluer. On va vivre et nous avons engagé une reconfiguration complète du site, une évolution profonde de tous les bâtiments et de tous les locaux, et surtout beaucoup d'innovation dans l'offre de services. Alors, on va démarrer ce premier forum sur l'intelligence artificielle et la formation professionnelle des adultes. Pourquoi le faire à l'AFPA? On n'est pas une start-up de l'intelligence artificielle pas encore à cet instant. On est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, un grand service public qui travaille en étroite coopération, bien sûr, avec le ministère de l'Emploi, l'État, mais avec les collectivités, avec les territoires. Pourquoi l'AFPA? Parce qu'au fond, derrière l'intelligence artificielle et tout ce que ça suppose, on le verra au cours des 3 tables rondes qui vont avoir lieu, il y a un enjeu d'évolution de compétences, d'évolution des besoins des entreprises. Ça, c'est le métier de l'AFPA. C'est un domaine émergent dans lequel les nouveaux besoins qui apparaissent, après avoir été bien sûr pourvus et couverts, et on va le voir avec de brillants intervenants, par des doctorants, par des chercheurs, par des universitaires, on va avoir besoin, les tables rondes vont le montrer, on va avoir besoin maintenant de techniciens supérieurs. On va avoir besoin de gens qui vont travailler, de petites mains, mais c'est au sens très noble du terme, qui vont travailler sur la donnée, ce qui est cette matière première essentielle dans l'intelligence artificielle. Et dès lors qu'on a ces besoins de formation qui arrivent sur ces niveaux de qualification et ces niveaux d'employabilité, l'AFPA est l'opérateur national. Et puis c'est un domaine qui a des impacts, c'est un domaine de science qui a des impacts dans tous les secteurs d'activité. Et nous sommes un grand généraliste. C'est quelque chose qui a des impacts sur tous les territoires et nous sommes implantés sur tout le territoire national. Et c'est même quelque chose qui représente des enjeux formidables. Je regarde nos collègues dont j'animerai la table ronde, représentant aussi des partenaires d'autres pays que la France. C'est aussi peut-être un sujet qui peut représenter un grand levier de rassemblement et de développement pour la France tout autour du bassin méditerranéen, avec l'ensemble de partenaires que l'on peut avoir dans cette zone-là du monde, qui recouvre certainement des enjeux économiques, politiques et géostratégiques formidables pour nous tous, et qui peut aussi être un sujet permettant de réunir encore un peu plus les 2 rives de la Méditerranée. Et nous avons une ambition méditerranéenne à l'AFPA en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà pourquoi l'AFPA. C'est donc le premier. Alors, j'ai aimé une idée peut-être un peu saugrenue. C'est peut-être pas le dernier. On verra tout à l'heure, on verra ce soir. Ça pourrait devenir un rendez-vous. Celui de se parler d'intelligence artificielle et de formation d'adultes. Et alors, de façon très immodeste, je conclurai en vous disant, vous pourrez dire, ibi eram, j'y étais, au premier. Merci beaucoup. Alors, Alain a bien entendu dit absolument tout ce qui était nécessaire. Juste un petit mot au nom de l'équipe de direction du centre d'Istres que je représente pendant une période un peu temporaire. Très heureux d'accueillir ici. Et je vais parler au nom aussi des salariés de l'AFPA d'Istres. Les salariés de l'AFPA d'Istres se sont tous engagés pour que ce soit une réussite. On espère qu'on sera au rendez-vous sur le plan technique. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Sylvie Clément-Cotus, directrice régionale adjointe de l'AFPA, et Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à tous d'être avec nous encore. Une riche journée donc, qui s'annonce avec vous. Je donne la parole maintenant à monsieur le sous-préfet d'Istres, Régis Passerieux. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le préfet
délégué ministériel à l'intelligence artificielle, cher Jean-Martin, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur régional, et puis je salue à travers vous toutes vos équipes nationales, locales de direction de l'AFPA, les représentants ici du monde de la formation, ici présents, du monde de l'industrie. Je salue la présence de Monsieur Dirag, qui représente UPE 13 ici parmi nous. Je crois que c'est très important que les industriels soient aujourd'hui présents. Nos amis étrangers que je retrouve, que je salue avec grand plaisir, mais qui ne sont pas tout à fait étrangers ici, tellement ils s'investissent dans le développement de notre travail partagé. Je ne vais pas m'adresser d'ailleurs à vous, maître de l'art, qui connaissez parfaitement l'acuité des enjeux. Mais je voudrais m'adresser dans ces quelques propos introductifs plus largement au monde de l'entreprise, au monde des collectivités territoriales, à la société civile de l'arrondissement d'Istres et du golfe de Fos et de l'étang de Berre, aux populations, aux acteurs du territoire à travers vous et au-delà de vous. En leur parlant et à travers cette tribune qui m'est ouverte aujourd'hui, très franchement, il est temps de sortir d'une vision totalement fantasmée de l'intelligence artificielle, d'une vision d'une IA mythique, magique, californienne, élitaire, urbaine, ludique, qui ne concernerait que les centres de recherche de la Silicon Valley avant de se retrouver dans nos gadgets du quotidien. Sortir d'un mythe de l'IA Top Gun, je dirais, pour prendre les affiches du moment sur nos écrans, pour comprendre que nous allons vivre au contraire, à partir de maintenant, une IA basique, robuste, je dirais quasi artisanale, pétrie dans l'argile de l'intelligence de chaque jour. Nous sommes décalés dans notre vision, parce que les leaders de l'intelligence artificielle, je parle des leaders économiques, des entreprises, elles ont d'abord couru, logiquement, et c'est logique en termes de retour sur investissement, pour rentabiliser ce qui était possible de rentabiliser le plus rapidement de cette trouvaille mirifique, ce qui était le plus rapidement déployable. Les outils de pilotage de la consommation, des leaders français comme Criteo, le marketing, la segmentation des clients, parce que là, les retours sont rapides. Ce qui est directement pratique aujourd'hui en accession directe, la voix, l'écriture, la gestion de calendrier, et puis les outils du quotidien, le smartphone, la gestion de photos, les jeux, le ludique, le confort, la sécurité des véhicules, enfin, tout ce qu'il était possible assez rapidement de diffuser jusqu'à l'ubérisation, évidemment, des livraisons, l'homéo, comme disent les Chinois, sur le plan direct. Mais ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que pendant que tout ça se déploie sous nos yeux ébahis, nous sommes déjà dans la naissance d'une deuxième phase qui a commencé. L'introduction de l'intelligence artificielle dans le process de production, qui a à peine commencé, qui est à des balbutiements, qui démarre très peu à dose aujourd'hui homéopathique dans les entreprises, mais qui commence à s'installer. Et ça peut être extrêmement trompe-l'œil, parce qu'on peut ne pas comprendre que c'est en train de s'installer, mais que ça va s'installer ensuite, une fois que la petite graine va pousser d'une manière dynamique et très rapidement. Nous ne voyons pas, mais ça va se passer très vite, non seulement dans les entreprises, mais aussi dans les administrations. Avec 3 éléments. Premier élément, l'IA va toucher et remettre en cause le fonctionnement de tous les secteurs et les composants de la production. Pratiquement tous. Les ressources humaines, et ici on est là pour en parler, les méthodes de formation. La facturation, la maintenance, la gestion des stocks, les flottes de véhicules, les jumeaux numériques pour des machines et des bâtiments, pour la gestion en continu, l'automatisation des entrepôts, et ici ça signifie beaucoup de choses dans cette région. La gestion de la ville, et je sais qu'ici la ville d'Istres est déjà pilote
sur ce travail-là. La régulation de l'énergie dans tous les domaines, privés, bâtiments d'entreprise, production, la gestion des clients, la facturation, enfin, tout va être concerné par ce domaine-là. Et ceux qui ne prendront pas le virage tout de suite, les entreprises qui ne prendront pas le virage tout de suite, petites, moyennes ou intermédiaires, vont décrocher en un temps record. Deuxième élément, l'IA va être incorporée dans beaucoup de métiers. Ça, c'est le regard du salarié, le regard de celui qui est le travailleur. Le mot n'est pas désuet. Et là, nous devons faire attention aussi de changer nos schémas. Il nous faut apprendre à distinguer métier et fonction. Ce ne sont pas les métiers qui vont disparaître, c'est les composantes fonctions des métiers qui vont complètement être modifiés. Des métiers ne vont pas disparaître, mais ils vont recouvrir des sommes de fonctions qui vont se recombiner, en même temps que se recombineront les interfaces dans les entreprises. On ne fera pas les métiers de la même manière, les découpages seront différents. Ça veut dire que le travail d'accompagnement dans l'entreprise, autour de l'entreprise, dans les réseaux de consultance, qui se dessine pour accompagner cette plasticité va être considérable. Pour les jeunes, ça peut se passer très bien, parce qu'ils sont déjà sur les jeux vidéo. Mais pour les couches intermédiaires, ça va peut-être être très compliqué. Et pourtant, nous devons le dire, c'est accessible. Et ça va concerner tous les métiers, hein, y compris d'ailleurs le bâtiment, le BTP, qui est au seuil d'une révolution considérable et qui, avec la hausse des coûts qui va se produire aujourd'hui, va être obligé de faire de l'intelligence artificielle modulaire pour la conception des bâtiments à une vitesse qui va être celui de coup de pied aux fesses de la hausse des coûts des matières premières de manière aussi là stratosphérique. Les travaux publics, les services, tout. Donc deuxième élément, l'IA va être incorporée dans beaucoup de métiers. Troisième élément, et je voudrais insister sur celui-là, l'intelligence artificielle va être décentralisée. C'est une affaire de customisation, si je puis dire. Elle n'est pas comme ça au-dessus de nous comme Jupiter. Elle est une pluie fine qui va hydrater l'ensemble du tissu social et économique et qui va se construire à partir du terrain. C'est ça qu'il faut saisir. Elle ne va pas venir aujourd'hui, parce qu'on a une vision décalée, comme le moteur et l'ordinateur couplé de votre voiture que vous recevez ou ce qu'il y a dans votre téléphone. Non. Dans cette phase de production, c'est au niveau du tissu vivant de l'industrie, de l'économie et des services qu'il va falloir l'adapter, lui faire recouvrir l'ensemble des composantes différentes de toutes les entreprises. De la même manière qu'on n'a pas installé les machines dans une entreprise de la même manière d'une entreprise à l'autre en fonction du produit que nous créions, de la même manière, on ne va pas installer l'intelligence artificielle de la même manière dans chaque entreprise. Je dirais qu'il va falloir faire chacun sa petite soupe d'intelligence artificielle dans son entreprise ou dans son établissement de grande entreprise de la même manière. Et donc, il va falloir des métiers de l'IA beaucoup plus diversifiés que l'on imagine. L'IA, ce ne sont pas seulement les MIAGE qui sont des MIAGE à Bac+5, ce ne sont pas les centres de recherche de Sophia Antipolis, ce ne sont pas les experts merveilleux du CEA qui travaillent avec vous, monsieur le préfet, ce ne sont pas même seulement les data scientists qui ne sont formés que 1000 par an en France et dont 30% s'expatrient, qui coûtent de plus en plus cher, 80 000 € environ au bout de 3 ans, 60-80 000 € au bout de 3 ans. Ça va être derrière toute une série de fonctions qui vont permettre de faire cette soupe-là au concret, des data stewards pour préparer des données qu'on a dans l'entreprise et dont on utilise aujourd'hui, nous disent les études, que 5 à 10%. Les data digital product managers qui vont accompagner tous les salariés, et c'est dans la construction du projet, être à côté d'eux, les assister, les coacher, les rassurer, trouver la richesse, les écouter pour faire revenir dans le projet la capacité de bien adapter le projet à l'ensemble, les data stewards, et des métiers juridiques aussi, parce qu'il va falloir être capable de respecter des règles qui sont au niveau européen, RGPD et de moins directives sur l'IA, règlement plutôt sur l'IA de confiance, qui vont aussi nécessiter une expertise de compliance très compliquée et très fine. En gros, pour faire cette soupe, chacun d'entre nous, il n'y aura pas de produits lyophilisés préfabriqués, il va falloir créer ensemble un bain culturel de l'IA dans le milieu du travail et acculturer les salariés.
Monsieur le préfet, vous voulez le faire même dès l'école, avec vos projets dont vous parlerez, j'imagine, tout à l'heure. C'est vrai, c'est dès l'école, dès le primaire, dès le collège, qu'on va créer cette atmosphère favorable ou non à l'intelligence artificielle. Pour comprendre cela, il faut démythifier le process de l'IA. L'IA, ce sont des séries de causalités statistiques qui sont décelées par la machine et qui vont être reproduites de manière automatisée et rapide en déterminant tout d'un coup d'autres opportunités et en étant capable de les appliquer. C'est donc un travail qui est un travail basique. C'est savoir utiliser les briques clés en main, qui sont aujourd'hui dans la bibliothèque des algorithmes, et puis savoir les adapter, les interfacer avec les métiers, monter des kits, les régler. C'est donc un savoir d'adaptation d'outils qui sont pensés dans des sphères de recherche, mais qui vont devoir être plugués au plan local. Et ce travail de plugage, c'est un travail qu'il va falloir apprendre avec des techniciens du quotidien. C'est un accompagnement social, et ça va aller, je vous le dis, pour ces raisons-là, très très vite. Aujourd'hui, dans les entreprises qui marchent bien, c'est 15 jours pour le choix d'une solution, 3 mois pour le développement, 1 mois pour l'industrialisation. Sinon, c'est raté. Ça veut dire qu'on a manqué le train. Et donc, on est en train de se dire, voilà, on va préparer l'intelligence artificielle et on est en train d'imaginer qu'on va faire le plan calcul dans sa petite entreprise. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On va lancer des projets en quelques mois. Il y aura un ROI, il n'y aura pas. S'il y a un ROI, on le garde. Sinon, on le jette et on en prend un autre. Donc, vous voyez la culture différente qu'il va falloir créer. Et le travail de l'AFPA, j'imagine aussi, ça va être aussi d'expliquer ce bain culturel. Il va falloir accompagner aussi les salariés et les usagers pour reconstruire en permanence avec vous. Là se joue beaucoup de choses. Là se joue l'avenir de nos territoires. Là se joue l'avenir de notre territoire. L'économie industrielle des années 70 est terminée, avec les grandes chaînes de production quantitative. C'est la capacité à recevoir, faire vivre, bonifier l'intelligence artificielle qui va rendre un territoire productif ou non. Les territoires qui ne le feront pas disparaîtront en termes économiques. C'est brutal, mais il vaut mieux le dire parce que ça va aller tellement vite que le coche va être manqué par beaucoup de territoires, voire beaucoup de régions, voire beaucoup de nations. Cela concerne les industries, je voudrais insister sur ce point, comme les nôtres ici dans ce secteur de Fos et Berre. Je vous rencontrer un témoignage très simplement d'une petite chose qui m'a choqué. Je ne vous citerai pas l'entreprise, mais j'ai visité il y a quelques mois une entreprise. Il y avait des chaînes de contrôle thermique des produits. Ici, je ne citerai pas le produit, je ne dis pas s'il est métallurgique, c'est des briques, c'est autre chose, je ne veux pas qu'on reconnaisse l'entreprise. Et j'ai vu des gens qui contrôlaient la production et qui mettaient leurs petits trucs dans des bocs, tabac, et puis ensuite on en extrait de la matière, et puis on la voyait au laboratoire, on prenait le retour de laboratoire 10 jours plus tard, on vérifiait dans des petits registres et livrets si la production était bonne. Mais j'ai dit, mais attendez, ce que vous faites là, vous pourriez, en intelligence artificielle, avec des phénomènes de réfraction que vous allez trouver par les algorithmes, vous pourriez directement sur la ligne de production le vérifier. Pourtant, je sais qu'un scientifique comme moi, il faut prendre garde. Mais la technicienne m'a regardé ébahi, me disant, mais non, on sait très bien le faire. On arrive en laboratoire, ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Non-compréhension totale de ce qui est en train de se passer. Je vous citer l'exemple d'une entreprise en France qui a compris cet enjeu, que nous avons rencontré en France avec Jean-Martin, lors du cycle supérieur d'intelligence artificielle du ministère de l'Intérieur, où il était question aussi d'acculturer les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à cette problématique. C'était Eramet. Eramet, qui est une entreprise minière française, Top Gun, là aussi, dans le domaine des mythes et des alliages et de la métallurgie autour de ses propres mines, qui réalise des alliages à haute performance et la production de métaux. Aujourd'hui, cette entreprise a considéré que la transformation digitale et numérique comme la 4e révolution industrielle et que le cœur de cette transformation sera la donnée. Elle l'a réalisé. Elle nous a fait remarquer qu'une étude du MIT et de Capgemini considère que les coûts indirects de transport, de maintenance, de gestion de stock baisseront dans l'industrie jusqu'à 20% dans les 5 ans. 20% dans les 5 ans pour les industries, je dis bien industrie, qui utiliseront pleinement le levier digital. Et Eramet a mis en place, depuis déjà 4 ans, des mines intelligentes, couvertes de capteurs connectés, balayées par des drones, suivies en jumeaux numériques 3D,
avec une intégration de données en temps réel. Elle a décidé de changer ses procédures industrielles en couplant en interface les data scientists à ses ingénieurs de production pour exploiter tout le big data. Elle anticipe ainsi, par exemple, les failles et les faiblesses et les besoins de maintenance de ses fours à nickel. Elle les régule en temps réel. Elle organise la maintenance en temps réel. Elle change les pièces en anticipation, en détectant par le capteur d'intelligence artificielle les failles de maintenance qui autrefois nécessitaient ensuite, quand on les découvrait, d'arrêter le four pendant 1 mois et demi. En fournissant sur un tableau de bord, un jumeau numérique, les propositions de correction appropriées. Mais toutes les industries ici qui sont sur ce territoire ont besoin de comprendre que c'est comme ça qu'elles vont fonctionner dans les années à venir. Et qu'il leur faudra pour ça tout un savoir-faire intégré, pas à Paris pour prendre l'avion, le TGV pour venir, mais intégré dans l'entreprise à un niveau technique. Voilà l'enjeu de cette journée, ici, dans un des premiers pôles industriels de France et de Méditerranée et d'Europe, permettre aux travailleurs et aux cadres de nos entreprises d'être en pointe sur ce front. Tel est l'enjeu. Il faut que les entreprises aussi qui cherchent un territoire pour s'implanter sachent, à travers cet événement, à travers sa régularité, je l'espère, qu'ici, il y a des outils de formation et d'accompagnement et qu'on le sache, que ça se sache. Qu'ici, on a compris l'avenir. Qu'ici, on est capable de gérer la business stratégie avec des données dans des process industriels. Et cette approche, ça doit être globale. Je ne vais pas y revenir, mais enfin, la pollution de l'air, la sécurité des incidents industriels, l'anticipation des risques, ce sont des choses dans lesquelles l'intelligence artificielle devrait déjà être totalement intégrée, parce qu'on solutionnera des choses considérables qui aujourd'hui nous appellent à une réaction en s'envoyant des mails, en se téléphonant quand un incident survient, en le découvrant quand la fumée sort, alors qu'on devrait être capable par l'intelligence artificielle de le voir arriver à temps. C'est donc aussi un facteur d'insertion de l'entreprise dans son territoire, l'intelligence artificielle. Quand on a un pôle aéronautique qui est en train de se bâtir d'excellence, avec le SCAF, et là, une première base aérienne française, une des plus grandes du continent européen. Quand on a un pôle métallurgique, qui est un des plus grands, deux plus grands de France, et un des 10 plus grands d'Europe. Quand on a un pôle chimique d'excellence. Quand on a un pôle de fret multimodal, qui est aujourd'hui le premier de France et le premier de Méditerranée. Quand on va anticiper, il y a ici Total Énergie, une transition énergétique considérable dont ce site va être à l'avant-front, il est clair que ce n'est plus l'État des années 70, ni l'AFPA des années 70 qui va gérer cela. C'est l'État en réseau avec les collectivités territoriales, avec les acteurs industriels, dans un partenariat, dans un lab territorial de l'industrie que nous sommes en train de construire ensemble, avec une AFPA du XXIe siècle résolument, qui va pouvoir affronter ces problèmes. Eh bien, moi, je dis qu'aujourd'hui, cet enjeu est en passe d'être relevé. J'en remercie vraiment le préfet Jasper d'avoir fait confiance à ce territoire avec la délégation ministérielle de l'intelligence artificielle. Souvent, on voit le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la Sécurité, le ministère des préfets, ça l'est. À travers les préfets, à travers la Direction générale des collectivités locales, à travers la tutelle de l'Agence nationale de cohésion des territoires, le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère de l'intelligence des territoires. Et je le remercie d'avoir placé cette jeune et brillante équipe qui l'entoure, qui l'accompagne, ici en interface avec les talents locaux, avec la volonté d'innover que Mme Cicérol a incarnée à travers cette mutation de l'AFPA. Je suis ravi de retrouver M. Mahé après 25 ans, avec qui nous avions déjà pensé, je dirais, les savoirs de demain, la Maison des Savoirs et quelques projets que nous avions laissés sur l'établi, que nous retrouvons aujourd'hui. C'est un signe de se retrouver humainement, quelques années plus tard, avec la même vision, le même espoir. Et je suis sûr que cette journée sera un baptême important pour un nouveau cycle de modernité, d'optimisme et de vision pour le territoire de l'étang de Berre, de Fos et d'Istres. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet Régis Passerieux, donc sous-préfet de l'arrondissement d'Istres. Vous l'avez compris, pendant une journée, l'AFPA d'Istres est le centre de l'IA en France. Nous en sommes très
très heureux, merci encore à l'équipe du préfet Jasper, que nous verrons tout à l'heure dans la deuxième table ronde, puisque cette journée s'articule autour de 3 tables rondes. Tout de suite, la parole à la première table ronde, animée par Magali Sirerol, qui est directrice de l'ingénierie et de l'innovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'AFPA. Donc, tous les intervenants avec Magali sont invités à venir nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Et je vais laisser la parole donc à Magali Sirerol qui va vous présenter cette table ronde, première table ronde, ainsi que ses invités. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, j'ai testé l'amphi en haut et l'amphi en bas. Je vous assure, il y a plus d'air en bas. Donc, je vais vraiment vous inviter, en tout cas pour ceux qui le peuvent, à vous rapprocher un petit peu parce qu'on a un petit peu de ventilation. Si vous avez très chaud en haut, il ne faut pas hésiter. Alors, nous avons aussi en ligne avec nous Charlie Barla. Il nous retrouvera après ou il est déjà avec nous? Bonjour, je suis en ligne. Juste pour qu'on ne l'oublie pas avant de commencer. Super. Alors merci à tous pour Normalement, il est avec nous, on doit pouvoir lui dire bonjour. Bonjour, bonjour, je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bonjour Charlie. Alors, on lançait à peine. Alors, merci de votre présence à nos côtés, au village des solutions de l'AFPA d'Istres. Alors, nous avons ensemble la délicate tâche, mais non sans moins enthousiasmante, d'ouvrir cette première table ronde sur ce forum. Et je crois que ce qui va être important pour nous, c'est d'essayer de poser les premières pierres de la réflexion qui va être menée toute la journée autour de qu'est-ce que l'IA, quels impacts sur les processus d'apprentissage, sur les métiers, sur les formations. Donc notre ambition, elle est celle-ci, elle est de poser les premières bases de ces temps de réflexion. Alors autour de la table, je vais commencer par la seule dame qui est parmi nous, donc Vanessa Doué-Vanucci, qui est chercheuse au laboratoire Rétine à l'Université Côte d'Azur et qui est fondatrice d'Okidia. Bienvenue. Christophe Sadoc, donc, qui est directeur de l'ingénierie et de l'innovation pour l'AFPA. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Hervé Fulbert, qui est directeur sectoriel industrie aussi, au sein de la direction de l'innovation et de l'ingénierie à l'AFPA. Et monsieur Thomas Oudaille, à qui je vais laisser la parole pour commencer, qui est directeur du développement au sein de la plateforme. Et donc en ligne, Charlie Barla. Alors, Charlie Barla est directeur de la Cité d'innovation et des savoirs, le CISAM, à Aix-Marseille Université. Alors, il interviendra au nom aussi de Mustapha Oulazdine, qui ne pouvait pas être des nôtres ce matin. Mais donc, il sera à distance. Alors, Thomas, je vous cède la parole. Et alors, du coup, Thomas, vous allez nous aider à poser justement, alors on l'a vu dans les discours officiels d'introduction, la question de l'IA nous réunit tous, en tout cas pour un certain nombre, nous citoyens, pas forcément nous chercheurs, mais nous renvoie toujours la question de qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Alors est-ce que simplement on peut se mettre d'accord ici tous ensemble sur qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette terminologie? Et du coup, la belle question est qu'est-ce que l'IA, Thomas? Merci de cette invitation et de cette question. Un peu difficile pour démarrer. Juste effectivement un tout petit mot pour vous dire que je suis ravi d'être là, de participer à ce colloque. Moi, ça fait 30 ans que je bosse dans les technologies des startups, des sociétés de conseil et depuis quelques années dans le monde de l'éducation. Je suis un passionné de ces différentes dimensions. Je suis arrivé dans la région il y a 6 ans et aujourd'hui... En ayant créé une société qui faisait de l'accompagnement sur l'intelligence artificielle il y a quelques années, je me suis rapproché et associé avec le fondateur de la plateforme qui, en gros, est une grande école du numérique assez nouvelle où on forme à la fois des jeunes par le biais de l'alternance sur les technologies liées en particulier et où on accompagne aussi des entreprises et on fait de la formation continue. Donc je suis doublement content d'être là parce que c'est à la convergence de mes préoccupations, de mes sujets de passion depuis quelques années, l'IA et puis en même temps l'accompagnement, la formation. Alors,
Effectivement, peut-être 2 mots pour essayer de clarifier un tout petit peu le sujet, même si je pense que autour, ici dans cette salle, vous êtes un certain nombre à connaître ces sujets. Simplement pour rappeler, on en parlait tout à l'heure, mais il y a plusieurs courants dans l'intelligence artificielle. Hein. C'est plutôt des disciplines, le croisement de disciplines et technologies, où on va à la fois parler maths, modèles, technologie, sociologie, anthropologie, parce que ça va aussi modifier effectivement la façon dont on vit, dont on se rend compte, dont on travaille. Et j'aime bien, pour essayer de définir, ou en tout cas de clarifier plutôt cette IA, de revenir sur ces 3 dimensions, en particulier des choses qui, vous allez voir, nous touchent évidemment. Donc un système d'IA, on peut dire, après en fonction des data scientists et des experts à qui on parle, on va avoir des réponses différentes. Moi j'aime bien dire, en tout cas, ce sont des systèmes qui vont avoir ces 3 composantes. Une composante d'apprentissage, donc des systèmes qui sont capables d'apprendre au fil du temps avec les données, on en parlait, pour essayer de trouver de la valeur, développer des applications nouvelles. Des systèmes qui ont une capacité de perception de leur environnement, c'est-à-dire traiter des données structurées, des tableaux de chiffres, des logs, des fichiers Excel, mais aussi des images, des textes, ce qui va donner des capacités d'application complètement révolutionnaires par rapport au système, on va dire, informatique classique, et puis une certaine capacité de cognition, c'est-à-dire de prise de décision, en tout cas de façon plus autonome. Alors évidemment, tous les systèmes d'IA n'ont pas ces différentes composantes. Il y en a un qui est assez connu, un cas d'école, qui est le véhicule autonome, qui va apprendre au fil des kilomètres parcourus, grâce à ces capteurs, donc ils vont comprendre l'environnement, intégrer des données et être capable de nourrir finalement un système qui va apprendre pour pouvoir se généraliser dans un environnement qui est inconnu, c'est-à-dire une nouvelle route, un obstacle, et avoir cette capacité de décision autonome. Voilà. Il y a plein d'autres applications, on ne va pas forcément tout retrouver en même temps. Et si on peut passer au slide suivant, il y a une autre distinction que j'aimerais faire en introduction aussi, c'est que vous voyez sur ce slide distingue 2 finalement familles d'IA, parce qu'évidemment il y a des familles, il y a différentes approches. Il y en a une qui est l'IA, on va dire, traditionnelle, dite des systèmes experts basés sur des règles. On a essayé dans les années 50-60 de modéliser le fonctionnement d'un expert métier en écrivant des suites d'instructions. If, il y a ça, then, il se passe ça, et je vais avoir tel type de processus ou de calcul. Toutes les grandes industries ont fait des systèmes experts qui ont permis de résoudre des problématiques très importantes, mais on voit bien que ça a une certaine limite et que finalement l'intelligence, ça n'est pas juste une suite d'instructions. Et c'est pour ça que les chercheurs ont essayé depuis des années, mais c'est surtout des applications depuis 10-15 ans, de développer cette autre IA qu'on voit sur la gauche, sur la droite pour vous, qui est cette IA probabiliste, basée sur les données, qui, issue du monde des statistiques, des études, aujourd'hui nous permet de construire des systèmes qui vont apprendre avec les données, prédire, être capable d'identifier des clients intéressants, de clients pas intéressants. Les cas d'usage sont multiples. Et c'est important d'avoir ce distinguo en tête, parce que quand on parle d'IA, en fonction de à qui on parle, on peut parler des 2 sujets. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'IA de gauche, qui est donc probabiliste, versus cette IA qui est derrière moi, qui est dite plutôt déterministe, où on va savoir retracer finalement le cheminement d'un processus et d'une suite d'instructions. Dans les systèmes d'IA complexes, on va aussi souvent mélanger ces 2 approches. Hein. Donc c'est pour ça que l'IA est aussi complexe en termes de discipline. Et ce qui est fascinant, peut-être en introduction avant ce slide, c'est que, vous l'avez compris, l'IA basée sur les données, c'est celle dont on parle le plus depuis 15 ans, parce que la croissance exponentielle des données, parce que la puissance des calculs, parce que l'innovation en matière de traitement algorithmique permet de développer des applications qui, il y a 20 ans, n'étaient pas réalistes, ça ne marchait pas, même s'il y avait eu déjà des innovations et finalement des chercheurs qui avaient trouvé que le machine learning, qui est le concept clé de l'IA probabiliste, hein, des machines qui apprennent avec les données, avec au sein du machine learning le deep learning, un certain type d'algorithmes d'apprentissage profond qui permettent de faire la reconnaissance d'images, de textes, etc. Ça ne marchait pas il y a 20 ans, et maintenant ça marche parce qu'on a cette donnée et cette puissance de calcul. Et donc ce que ça permet de faire, sans rentrer dans le détail, parce que l'idée c'est juste de rappeler quelques messages clés, moi j'aime bien dire que l'IA, ça va d'abord permettre
d'optimiser l'existant, de gagner en productivité. On citait tout à l'heure des exemples dans le monde de l'industrie, c'est vrai pour toutes les entreprises. Si je peux mieux connaître mes clients, identifier des pannes dans mon appareil productif, si je peux améliorer un processus manuel ou digitalisé, mais en lui mettant de l'intelligence, je vais être capable d'avoir des gains de productivité colossaux. Et puis, il y a cette deuxième... si on peut, ça c'était le slide juste après, merci Magali. Voilà, on va optimiser ce qui existe aujourd'hui et grâce notamment à la capacité de l'IA de traiter du langage et des textes, notamment automatiser des processus qui étaient avant réservés à l'être humain. Avec du coup à la fin la question de la juste répartition et de quelles sont les tâches qu'on réserve à la machine. Et donc quand on arrive à comprendre ça, on se dit que finalement, il y a beaucoup, dans n'importe quelle entreprise, il y a beaucoup de processus administratifs, de traitement documentaire, il y a beaucoup de choses où en analysant les images et des chiffres, on va pouvoir trouver de l'intelligence, on va pouvoir mieux connaître ses clients, on va pouvoir gagner en productivité. Et puis il y a le deuxième, le slide suivant, qui montre que finalement l'IA, c'est aussi pour inventer de nouveaux services, de nouveaux produits. C'est un levier d'innovation considérable qui est finalement... On dit souvent que l'IA, c'est une technologie qui va transformer de façon massive la société, un peu comme l'ont fait précédemment le moteur à explosion, l'électricité. Donc des vrais sauts quantiques. On pourrait en débattre des heures, hein, mais c'est vrai que ce paradigme de trouver de l'intelligence dans les données de notre entreprise et puis finalement toutes les données sur Internet, des données qu'on va récupérer ailleurs, va nous permettre de trouver des indices, d'inventer de nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avant. Évidemment, dans tous les secteurs, moi ce que je vois, c'est que dans tous les secteurs de l'industrie, des PME, des grandes entreprises, il y a des applications intéressantes et l'enjeu c'est de saisir de ces opportunités. Mais simplement, moi j'aime bien citer deux, trois éléments qui sont aussi, on le sent, des bouleversements sociétaux importants permis par l'IA. Dans le monde de l'autonomie des véhicules, des systèmes, des drones, évidemment, on va avoir des systèmes qui vont être capables tout seuls d'aller faire de l'exploration des bateaux dans le monde industriel avec des sous-marins autonomes qui sont capables de détecter des défauts et de réaliser des tâches qui étaient avant pilotables uniquement par l'être humain. Les véhicules autonomes, même si c'est pas évident d'un point de vue légal et sociétal que leur déploiement arrive aussi vite que prévu, mais on est capable d'inventer des systèmes qui étaient inimaginables il y a juste 15 ans. Dans le monde de la santé, ça va être un bouleversement qui a déjà démarré, sans parler du cas classique de reconnaissance d'images et de tumeurs par des algos qui ont appris à être plus performants finalement qu'un médecin ou qu'un radiologiste pour déterminer une tumeur. Il y a tout ce qui va concerner la médecine préventive. Comment, avec toutes ces données de santé, on va être capable d'anticiper les pathologies collectivement. Voilà, on a vu qu'avec le Covid, il y avait des risques et qu'on avait encore beaucoup à faire pour mieux exploiter ces données. Puis à titre individuel, c'est des enjeux majeurs pour mieux gérer notre système de santé, être en meilleure santé et aussi collectivement avoir un système de santé qui tient la route. On sait qu'il y a des enjeux considérables en la matière. Donc c'est à la fois ces applications finalement en termes de société et puis pour chacune des entreprises. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que j'accompagne d'abord des grands groupes à Paris sur ces sujets-là et puis depuis 5 ans, des PME, des sociétés de taille intermédiaire dans la région. Et je leur dis, comme on le rappelait tout à l'heure, on va sans doute pas faire le Google ou des plateformes, des big tech en France ni en Europe, pour plein de raisons, on pourra en débattre. Par contre, si les sociétés françaises se saisissent de cette opportunité, prennent le train en marche pour gagner en productivité, inventer des nouveaux services, c'est comme ça qu'on y arrivera et on n'a pas le choix. Donc il faut y aller. Pour ça, il y a plein d'enjeux. Moi, ce que je constate, c'est que dans les entreprises, il y a un déficit d'acculturation, effectivement, de compréhension de ces mécaniques qui sont très différentes, encore une fois, du fonctionnement classique d'un système technologique, d'un système informatique. À l'origine, on a une problématique, on la décrit, on fait des spécifications, on développe. Là, avec cette IA qui apprend avec les données, d'une certaine manière, pour caricaturer, on ne programme plus les systèmes apprennent et trouvent eux-mêmes leur paramétrage optimal grâce à ces données. Donc le champ des possibles, il est très très important. Malgré tout, on a une grande difficulté depuis 5-6 ans, que ce soit dans les grands groupes ou dans les plus petites entreprises, c'est que ça change complètement la façon de développer ces produits et ces services. Donc on a besoin d'accélérer en matière d'acculturation, que ce soit pour les dirigeants, les chefs d'entreprise, les collaborateurs. Bien sûr, on a besoin d'experts, bien sûr, on a besoin de data scientists, mais finalement,
pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas là où le bas blesse le plus. C'est plutôt dans l'accompagnement autour, la capacité des entreprises de comprendre et de voir comment se résoudre les défis. Dans les grands défis pour les entreprises aujourd'hui, hein, bien sûr, il y a des enjeux de ressources, de compétences. On a besoin d'experts de la donnée, on a besoin de technologies, de plateformes, mais on a surtout besoin d'équipes de direction, de managers qui ont compris les enjeux et qui accompagnent finalement cette transformation. Cette transformation, elle passe d'abord par l'acculturation, par la compréhension, avec de la formation plus ou moins longue finalement en fonction des besoins. Quand on a des experts ou des gens qui vont faire de la technique, effectivement, il faut plutôt être dans des formations longues. Quand on a plutôt des gens qui sont des professionnels qui vont être des utilisateurs de l'IA ou embarquer l'IA dans leurs solutions, ils ont besoin de comprendre, mais pas forcément de passer 6 mois en formation sur l'intelligence artificielle. Peut-être pour conclure effectivement sur ce qu'on fait en la matière à la plateforme, donc je vous renvoie au site, mais on est très, je pense, complémentaire de ce que fait l'AFPA, et on a une ambition importante pour le territoire, qui est de dire on manque de compétences dans les technologies, et derrière on a un réservoir de talents qui, pour plein de raisons, n'arrive pas à accéder à ce marché. Et donc on a décidé de lancer des formations gratuites, longues, certifiantes, sur les grands domaines des technologies, donc du code, de la cybersécurité, de la data et de l'IA, que ce soit avec des cursus de niveau Bac plus 3, on va dire pour simplifier, je vous renvoie au registre RNCP pour le détail, ou Bac plus 5. Et évidemment, c'est peut-être moins évident, non, c'est pas évident, on accompagne aussi les entreprises pour créer des ponts, former les managers, les cadres des entreprises, pour monter des projets où on fait travailler les étudiants avec les cadres d'entreprise sur des projets de data et d'IA. On a besoin d'accélérer. Et comme on l'a rappelé aussi tout à l'heure, ne pas oublier l'élément essentiel de ces projets, de ces solutions, c'est la data. Et évidemment, il faut accélérer en matière d'acculturation, de compréhension de à quoi l'IA va pouvoir me servir dans mon business. Et puis en parallèle, il faut bien comprendre qu'on a besoin d'une stratégie, d'une acculturation sur les données, ce qui est un sujet très très complexe pour beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas forcément très compliqué, on peut démarrer petit, simplement, mais si on n'a pas en parallèle cette compréhension pour se dire on a des données, je peux les exploiter d'abord simplement en faisant du reporting, des dashboards, mais je peux aussi les exploiter en apprenant à mon algorithme à détecter quels sont les clients à plus fort potentiel pour mon entreprise. On va avoir une autre création de valeur. Merci. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au bout du temps, mais je pense que c'est un enjeu majeur. Les colloques, la culturation, la sensibilisation, ça doit être fait pour le plus grand nombre. Et ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets plus tard. Merci beaucoup Thomas Houdaille. Merci bien. Alors, je sais que Jean-Michel Diaz doit nous quitter et qu'il a très peu de temps. Et j'aimais juste avoir la chance d'avoir juste une réaction par rapport aux propos qui ont été posés là. 2 minutes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors désolé, effectivement, je dois vous quitter. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est que l'intelligence artificielle ouvre de formidables perspectives à l'industrie. D'abord parce qu'elle rend la production plus efficace, plus flexible et plus sûre. Monsieur Diaz, vous pouvez vous lever parce qu'en fait on est filmé en même temps, on est retransmis et on ne vous voit pas de l'endroit où vous êtes assis. Merci. Oui, alors je reprends les propos. Donc, je disais que l'intelligence artificielle ouvre de formidables perspectives pour l'industrie. Comme je disais, elle rend l'industrie plus efficace, plus flexible et plus sûre. Et je voudrais prendre un exemple sur le plus sûr. Aujourd'hui, dans l'industrie, on a des métiers d'inspecteurs. Les inspecteurs, ce sont des hommes qui montent sur un échafaudage, vont au sommet d'une tour, par exemple, et vont vérifier l'intégrité des équipements. Eh bien, l'inspecteur de demain, c'est celui qui est dans une salle de contrôle, aux manettes d'un drone, avec un drone qui est bourré de capteurs, et qui va aller scanner le sommet de cette tour, et qui va prédire l'évolution d'une corrosion sur le sommet de cette tour. Et donc, vous voyez qu'on rend plus efficace l'analyse, et puis on rend plus sûr le fonctionnement de l'équipement.
Un deuxième exemple, aujourd'hui, on commence à mettre au point des robots qui vont se promener à l'intérieur des unités. Et là aussi, bourrés de capteurs, d'analyse de données, ils font parler ces données-là pour aller prédire à partir de tout petits événements ce qui pourrait éventuellement se passer. Un dernier exemple sur les nouvelles énergies. Les énergies renouvelables, elles ont une problématique qui est l'intermittence de ces énergies. Et sur la MED, on va construire avec Engie la première usine à taille industrielle de production d'hydrogène vert. Pour faire de l'hydrogène vert, il faut des panneaux photovoltaïques, il faut des éoliennes, mais on ne peut pas toutes les concentrer parce qu'il y a un problème de foncier, et donc on est obligé de les répartir partout sur le territoire régional. Eh bien, il faut être capable d'analyser les phénomènes météo, il faut être capable d'optimiser le fonctionnement de l'ensemble de ces sources de production d'énergie renouvelable pour finalement faire en sorte de fournir en continu cet hydrogène vert qu'on va produire malgré l'intermittence. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'y arriver. Et donc, chez Total Energy, bien évidemment, on a compris cette évolution qui est, je le répète, un atout extraordinaire. Et on a créé il y a 2 ans une Digital Factory où on a plus de 300 techniciens, ingénieurs, chercheurs qui travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle au service de notre industrie. Donc c'est un vrai atout. Il faut que nos PME y soient sensibilisées. Il faut qu'elles s'y mettent pour ceux qui n'y sont pas encore. Parce que l'industrie 4.0, c'est une vraie réalité. On y est. Et puis en plus, cette industrie numérique 4.0, c'est celle qui attire nos jeunes. Et donc il y a de formidables perspectives pour notre jeunesse. Le numérique ne supprime pas des emplois, crée de nouveaux emplois et attire les jeunes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Magali, peut-être rappeler qui est Monsieur Diaz, Jean-Michel Diaz. Oui, bien sûr. Donc, directeur régional PACA Corse Total Energy, président du groupement maritime et industriel 13, membre du conseil exécutif de l'UPE 13 et conseiller du commerce extérieur de la France. Merci beaucoup. Alors, on va continuer notre table ronde du coup avec Charlie Barla. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Charlie Barla, vous êtes à distance aujourd'hui. Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Et on a une photo. Donc, vous êtes directeur à la Cité de l'Innovation et des Savoirs à l'Université d'Aix-Marseille. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Barla, comment se mobilise le territoire autour de ces questions de l'IA ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à vous pour cette invitation à intervenir sur cette table ronde en lien avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que fait le territoire? Nous avons typiquement répondu à un appel à projet européen qui s'appelle Digital Innovation Hubs et qui est piloté aujourd'hui par le pôle de compétitivité SCS. Donc, ce consortium regroupe l'ensemble des pôles de compétitivité du territoire, donc où vous avez pas mal d'entreprises, start-up, TPE, PME, grands groupes également et ETI qui sont adhérentes de ces pôles de compétitivité dans les filières industrielles stratégiques de la région, donc en lien avec les OIR. Et également l'ensemble des universités, que ce soit Avignon Université, Aix-Marseille Université, l'Université de Toulon, l'École centrale Marseille également, ou bien encore l'Université Côte d'Azur, justement pour sensibiliser, acculturer les entreprises à l'intelligence artificielle, donc avec des cofinancements de la région et également de la Commission européenne qui vont permettre aux entreprises de suivre ces séances de sensibilisation, de pouvoir également être mis en relation avec les formations que nous développons et que nous déployons à Aix-Marseille Université en formation continue, mais également en VAE, en validation d'acquis d'expérience pour des techniciens typiquement de l'intelligence artificielle qui souhaiteraient passer cadre et pour reconnaître leur année d'expérience via
la diplomation, hein, c'est aussi une de nos forces et une de nos valeurs ajoutées à l'université, mais aussi pour former les jeunes, hein, les jeunes générations, à leur donner envie à faire des maths, puisque l'intelligence artificielle, ça sous-entend aussi d'être un petit peu bon en mathématiques, pas un expert des mathématiques, mais de les comprendre à minima, puisque derrière, il y a de la programmation, du langage et donc des algorithmes qui vont justement apporter de la valeur à des données, puisque des données seules sans algorithme, ça ne vaut pas grand-chose si vous n'êtes pas en mesure de les analyser, ces données. Donc avoir des données, c'est bien, des données réelles, c'est mieux. Et donc, ce projet européen s'appelle Move to Digital. Vous pourrez les retrouver sur Internet, hein, sur Google, pour les entreprises qui sont intéressées, pour les partenaires aussi, collectivités territoriales, hein, qui pourraient être intéressées par ces services. Et nous, au cœur de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, on a regroupé un petit peu également l'ensemble des acteurs. Donc, c'est aussi un lieu où vous pouvez venir, hein, où on est à votre disposition et où on va pouvoir répondre à vos questions de manière assez rapide pour vous mettre en lien avec les bons partenaires du site. Et donc, nous, on regroupe un petit peu l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation qui est issu de la recherche publique avec différentes entités. C'est vraiment une collaboration publique-privée puisque nous avons également 3 membres fondateurs, donc Aix-Marseille Université, mais également la métropole Aix-Marseille-Provence et 2 fleurons industriels locaux que sont CMA-CGM et l'Occitane. Et donc, ces 3 membres fondateurs ont décidé de créer des structures d'accompagnement qui viennent en complément des structures d'accompagnement existantes. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, hein, mais nous avons tout ce qui est recherche interne menée dans nos laboratoires de recherche, tout ce qui va toucher à la recherche partenariale. On est également gros déposant de projets européens. Donc, pour les entreprises intéressées, il est bon pour nous de savoir quelles sont les entreprises qui souhaiteraient s'investir dans des projets européens et vous pouvez aussi nous en faire la demande pour qu'on vous rentre dans notre base de données si vous le souhaitez, bien évidemment. Ce qui nous permet, nous, d'activer les entreprises dès l'instant où on va déposer des projets sur des programmes Horizon Europe, de pouvoir leur proposer d'accéder à des financements européens également. Ensuite, on a d'autres partenaires qui ont rejoint l'initiative Cité de l'Innovation, c'est-à-dire le groupe Enedis notamment, qui a décidé de créer son laboratoire en intelligence artificielle, justement, puisque Enedis, vous savez, vous êtes client Enedis, c'est eux qui amènent le courant à vos prises de courant, hein, pour recharger vos téléphones, pour alimenter le lave-vaisselle et la machine à laver. Et donc, ils détiennent l'ensemble des données du réseau électrique. Et on travaille avec eux dans le cadre d'une chaire qui vise justement à utiliser leurs data. Et nous, nos chercheurs et enseignants-chercheurs vont travailler sur la base de ces données pour développer des algorithmes afin de créer un simulateur pour l'implémentation de bornes de recharge électrique sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, on est en partenariat également avec la métropole, puisque le réseau électrique, il date un petit peu, hein, ce réseau électrique. Et lorsque l'on va avoir 100% de véhicules électriques utilisés par les Français, il y a de fortes chances que ce réseau ne tienne pas. Comme le disait Monsieur Diaz tout à l'heure, il y a de plus en plus d'énergies renouvelables qui sont pas constantes en production, et donc il faut aussi intégrer la production d'énergie renouvelable sur le réseau. Et donc nous, ça nous permet justement d'avoir accès à ces données brutes pour pouvoir développer des algorithmes et créer ce premier simulateur d'implémentation de bornes de recharge électrique sur la métropole, qui est une première vraiment internationale. Ça n'existe pas ailleurs. Nous avons également des projets de création d'entreprises à l'heure actuelle sur tout ce qui est mobilité électrique également, qui permettra justement de pouvoir identifier dès l'instant où on souhaite créer des routes, quel va être l'impact sur les bouchons. Sur Marseille, avec la L2, on a vu justement les bouchons qui se sont créés, hein, à l'entrée de la L2 quand on rejoint la 50. Donc, on développe des nouvelles technologies et ensuite, on va pouvoir les mettre à disposition et travailler avec les entreprises qui le souhaitent via ce projet européen qui a été créé. Et nous avons au sein de la CISAM des acteurs, hein, de l'intelligence artificielle, puisque la majorité des startups qui peuvent être accompagnées par l'accélérateur M, The Box ou Obratory, ça représente quand même plus de 250 startups accompagnées en 3 ans.
elle se base bien évidemment sur l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi initié une initiative avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, puisque nous avons participé à la création du Reality Lab, qui est un laboratoire d'expérimentation pour les entreprises qui souhaitent justement expérimenter leur nouveau logiciel intégrant de l'IA. Ils peuvent mettre leur prototype au sein de ce Reality Lab pour que les citoyens puissent tester l'ensemble de ces initiatives et également de pouvoir mettre en valeur les prototypes ou les futurs produits d'entreprise. Donc c'est un lieu basé à Marseille au niveau du Palais de la Bourse, au niveau de la Canebière. Donc voilà ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que la CISAM, c'est un regroupement d'acteurs, on est un point central d'entrée pour des entreprises qui souhaitent innover, que ce soit de l'IA, mais que ce soit n'importe quelle thématique. Et donc ça s'était intégré dans des recommandations du rapport de M. Chameau en juin 2019. Il faut savoir qu'Aix-Marseille Université a eu un petit peu est arrivé en avance puisque nous l'avons créé en septembre 2018. Alors voilà. Merci Charlie Barla pour ces propos. C'est pas simple à distance. Alors vous n'êtes pas à nos côtés parce que vous avez eu un heureux événement. Donc on fait sans vous en présentiel. Par contre, du coup, si je comprends bien et si je résume, parce que pour les acteurs du territoire qui sont là, vous faites presque un appel à candidature. Là, vous les invitez à se rapprocher de vous dès lors qu'ils ont un début de projet, un balbutiement de projet ou une envie ou une intention, et ils trouveront à vos côtés un appui du conseil. C'est bien ça ? Tout à fait, absolument. C'est notamment sur l'IA, dans le cadre du projet européen Move to Digital, qui est piloté par le pôle de compétitivité SCS. Mais pour toute autre question, dès que vous souhaitez innover, n'hésitez pas à venir à la CISAM. On répondra à vos questions, on vous mettra en relation avec l'acteur qui vous accompagnera le plus rapidement possible à développer vos solutions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il nous entend quand même, hein. Alors maintenant, avec Vanessa, donc nous allons faire un petit pas de côté. Alors pas simple, hein, mais un petit pas. Alors Vanessa Duevanucci, qui est donc docteur, chercheuse associée au laboratoire Rétine à l'université Côte d'Azur et qui est fondatrice de Okidia. Alors peut-être Vanessa, ici c'est plus simple pour voir aussi les diapos. Donc le petit pas de côté va nous inviter à réfléchir sur l'IA et le processus d'apprentissage. Alors nous, dès lors qu'on se pose des questions sur la compétence, l'acquisition de la compétence, se poser la question aussi de qu'est-ce que ça peut apporter dans le processus d'apprentissage, c'est pas mal. Ouais. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette première journée. Ça marche pas ? Mieux comme ça ? Oui, c'est mieux là ? Voilà. Donc, je recommence. Merci à vous de m'avoir invité à cette journée. Donc, effectivement, je suis chercheur de formation et récemment entrepreneur, puisqu'on a fondé la société Okidia. Et effectivement, en tant que chercheur, je ne suis pas un chercheur de l'IA pur et dur. Je suis chercheur clinicien et je m'intéressais au développement cérébral. D'abord sur les souris, puis les rats et puis chez les humains. Et travailler chez les humains, c'est très bien, sauf que, on ne peut pas les couper leur cerveau en petits morceaux pour voir ce qui se passe, c'est plus difficile. Et deux, on n'a pas de clone, c'est-à-dire qu'effectivement, une souris, on a le même background génétique, on le met dans le même environnement et on peut contrôler et faire des expériences plus facilement. Avec un être humain, on n'a pas le même background génétique et on n'a pas le même environnement. Et donc, on se retrouve naturellement avec une variabilité et énormément de données qu'on va capter de différentes façons. Et les statistiques, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma thèse, elles étaient sympathiques. Mais d'avoir de l'intelligence artificielle et de pouvoir analyser ces données un peu autrement, ça a été quelque chose d'assez bénéfique. Et naturellement, je suis allée m'intéresser à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse aux troubles du neurodéveloppement et les troubles associés de santé mentale, particulièrement chez les enfants. Donc, on verra un peu les notions de formation après. Pourquoi ? Parce que, c'est un enfant sur 6. 8% seulement sont diagnostiqués. Et alors qu'il y a une complexité clinique assez importante. Beaucoup de souffrance chez les enfants, les parents, mais également dans le système éducatif et chez les médecins, puisqu'effectivement, c'est des enfants qu'on n'arrive pas à mettre dans un cadre
en tout cas dans le cadre actuel de l'école et de la formation. Donc Okidia a décidé de se servir de l'appétence des enfants pour les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour créer une nouvelle façon de diagnostiquer et d'orienter la thérapie vers la thérapie la plus adaptée. Et ça en utilisant la capture de différents signaux et de l'intelligence artificielle. Donc c'est le service, enfin c'est les algorithmes d'IA au service de l'humain et pour l'humain. Donc on peut passer à la prochaine. Mais ce qui nous intéressait surtout aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi l'intelligence artificielle et pourquoi les nouvelles technologies. C'est un passage indispensable. Il manque la moitié de la slide, si vous pouvez continuer. Je ne sais pas, il y a dû avoir... Elle est en entier, ouais. Continuez jusqu'au bout, c'est plus vite. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est tous connectés. On a 5 milliards quasi d'individus connectés, c'est 62% de la population mondiale, et ça va s'accélérer. On est quasi à 5 objets par personne. Et parmi ces personnes-là, beaucoup plus les enfants et les adolescents que finalement les personnes comme moi de mon âge. Et donc on se retrouve avec des données massives qui pourront être collectées. Et c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie digitale, c'est-à-dire utiliser ces données qu'on capte en vie réelle à partir de ces objets connectés et d'essayer d'en tirer quelque chose, du comportement, pour moi de la santé, mais ça peut s'appliquer sur énormément de métiers. C'est ce que je mets dans l'autre slide, c'est qu'effectivement on se retrouve avec des données massives, avec de l'intelligence artificielle qui sont des outils qui vont nous permettre de les comprendre, mais cette compréhension et cette pertinence, comme vous avez pas mal entendu parler déjà, elle est possible que s'il y a l'expertise métier. C'est-à-dire qu'un data scientist sans l'expertise métier, que ce soit en santé, mais en agronomie, en environnement, ne peut pas donner sens à ces données. Et la grosse difficulté qu'on trouve aujourd'hui, autant en recherche qu'au niveau des entreprises, c'est de trouver ce couple de quelqu'un qui va permettre de savoir faire de l'intelligence artificielle et la personne qui a l'expertise métier qui va permettre de donner du sens à cette donnée-là. Faire de la mathématique, enfin, on pourra toujours trouver des corrélations entre le bleu du ciel et les feuilles qui sont vertes. Statistiquement, c'est possible. On pourra toujours trouver un modèle qui tourne. Par contre, trouver un modèle qui tourne et qui donne du sens et qui ajoute de la connaissance, et c'est là tout l'enjeu de l'intelligence artificielle et de l'éducation et des organismes de formation comme l'AFPA aujourd'hui. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Et donc, nous, on a intégré ça dans notre recherche au laboratoire Rétine à l'Université de la Côte d'Azur, mais également au sein de l'entreprise, où on est constamment en recherche de ces gens ou de ces organismes formateurs qui vont pouvoir collaborer avec nous et créer ces nouveaux métiers. Je suis chercheure clinicienne, donc je connais très très bien mon métier sur la clinique pour les enfants et le développement cérébral de ces enfants-là. L'intelligence artificielle, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux démontrer, par contre, je n'ai pas les outils pour le faire. Et comme en plus, on a intégré en fait, tout l'univers qui existe, c'est-à-dire tout l'IoT, les objets connectés, et l'appétence des jeux, notamment l'appétence des enfants pour les jeux, on va aussi chercher des expertises complètement différentes, notamment avec Isart Digital, qui nous permet de construire des jeux qui vont aller titiller les fonctions cognitives. Et donc, sans cesse, dans les industries d'aujourd'hui et dans les formations de demain, il va falloir avoir des gens qui sont capables de parler plusieurs langages, de se comprendre et de créer cette valeur grâce à ça. Pour finir sur les enfants qui ont du trouble du neurodéveloppement et des troubles de santé mentale, ce qu'on avait trouvé intéressant avec Magali de signaler, c'est que ces enfants qui sont un peu hors cadre, ils ont en plus une appétence énorme pour tout ce qui est numérique et intelligence artificielle. Et donc dans cette envie d'aller ajouter de la pertinence et de la personnalisation de l'enseignement, l'intelligence artificielle et les technologies numériques vont permettre aussi de pouvoir adapter finalement à chacun d'entre nous, avec nos forces et nos faiblesses, l'apprentissage de demain, avec de l'innovation pédagogique, avec effectivement la capacité en temps réel de s'évaluer, c'est-à-dire qu'on fait un exercice, on interagit, où on a une formation qui est adaptée déjà à nous-mêmes, mais qui va pouvoir répondre à notre capacité à apprendre et à évoluer au sein d'une formation.
La santé mentale, je vous en ai déjà parlé, je ne vous embêterai pas plus que ça. Et on a aussi tout ce volet de simulation et de modélisation. C'est que pour aller encore plus loin dans ce qui est formation et capacité d'apprentissage adaptée à chacun d'entre nous, on a tout ce qui est réalité virtuelle et simulation robotique qui ont ajouté encore un niveau de connaissance et de mise en situation pour former les enfants et du coup les futurs adultes de demain. Voilà. Si vous avez des questions, à votre disposition. On se garde un petit temps juste à la fin de ta table ronde, Magali, pour les questions. Pour les questions, ouais. D'accord. Donc on ne prend pas les questions de suite, on les prendra après. Alors merci Vanessa Doué-Vanucci. Alors maintenant je vais laisser la parole à Christophe Sadoc et Hervé Fulbert. Alors, on va commencer avec Christophe. Christophe, on a commencé à poser un petit peu les impacts sur les métiers cœur de l'IA et on a commencé à évoquer les impacts de l'IA sur l'environnement. L'AFPA a lancé ses premières études sur l'impact de l'IA sur les métiers, sur les formations en 2018. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a appris de ces premières études? Merci Magali, bonjour à tous. C'était un peu avant, en fait. On a commencé à s'intéresser à la question de l'intelligence artificielle à travers la question de la robotisation et l'automatisation. Et on était intervenu au comité d'observatoire de l'emploi dès 2013, à la direction de la prospective. L'AFPA est surtout connu du grand public pour ses centres de formation. Et aujourd'hui, c'est un centre de formation d'Istres qui nous accueille pour délivrer des formations pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés, accompagner le développement des compétences des entreprises. Mais c'est aussi, c'est moins connu, un bureau d'études du ministère du Travail dont la méthode et l'objet est l'analyse du travail. L'analyse du travail, c'est à la fois une façon d'observer le marché du travail et c'est aussi un de nos objets dans le sens où pour écrire et pour analyser les métiers et les emplois et les transcrire dans des référentiels d'emploi et de compétences pour le ministère du Travail qui donne lieu à des certifications, qui s'appellent les diplômes, qui s'appellent les titres du ministère du Travail. J'ai fini. On analyse le travail. Alors évidemment, la problématique de l'intelligence artificielle, on ne pouvait pas passer à côté parce que c'est quelque chose qui participe de la transformation des emplois, des métiers et des compétences. Et si je puis dire, nous ne sommes pas des spécialistes de l'IA, mais notre data à nous, c'est la compétence. Donc, ce faisant, on a été amené à travailler assez rapidement. En 2018, c'est l'année où on a fait une première synthèse sur l'impact que l'on pouvait commencer de percevoir, ou même un peu plus que commencer de percevoir, d'inventions et de technologies mises sur le marché du travail à travers les innovations de l'intelligence artificielle. Et ce qui nous intéressait à nous, c'était de mesurer les usages. Et monsieur le sous-préfet en a parlé tout à l'heure. Effectivement, nous, on peut se dire, mais pourquoi l'AFPA, vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas des universitaires, vous n'êtes pas une multinationale. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est là où il y a le gros volume d'emploi. Mais le gros volume d'emploi, ce n'est pas les analystes. Le gros volume d'emploi, c'est les professionnels de l'industrie, c'est aussi des opérateurs, c'est aussi les métiers du bâtiment, on pourra l'évoquer un petit peu. Tous ces métiers où, quelque part, on subodore qu'il va y avoir une révolution et qu'elle est déjà à l'œuvre, sans mesurer totalement les impacts. Et donc notre objectif, c'est d'essayer d'en faire la mesure. Alors en 2018, on a fait une grande synthèse sur à peu près 50 métiers pour analyser de façon un peu prospective quelles sont les technologies et les techniques qui étaient à l'œuvre, les modifications de l'organisation du travail qui allaient amener de nouvelles compétences. Et depuis, on a fait un objet de veille permanent. Et mon collègue Hervé, spécialisé dans le secteur de l'industrie, donnera des exemples concrets, parce que c'est bien d'observer, d'analyser. À un moment donné, on peut dire, mais quelle est la traduction opérationnelle? En quoi est-ce que ça modifie les compétences? En quoi est-ce que ça pourrait servir à quelque chose qui ressemblerait à la GPEC et qui nous permettrait d'anticiper? Parce que si on considère que finalement on n'est pas concerné, parce que, je sais pas, on travaille dans les métiers du bâtiment, on risque de se le prendre la porte en pleine figure, si je puis me permettre cette image un peu triviale. Si je prends l'exemple du bâtiment, par exemple, dès 2017, on a été amené à intégrer des éléments d'intelligence artificielle dans l'approche par les compétences du métier du froid, de la maintenance du froid.
parce que les techniciens d'intervention sur froid commercial et industriel sont retrouvés avec des chambres froides qui étaient régulées par ordinateur et avec des capteurs qui commençaient justement de réguler la température et d'être en capacité de détecter des pannes et d'assurer des opérations de maintenance. Donc l'intérêt, c'était de se dire, mais pour ces techniciens qui n'étaient pas forcément formés au métier du numérique, à l'environnement numérique, qu'est-ce que ça change sur leurs compétences? Sachant qu'il y a quelque chose qui relève de la compétence professionnelle, technique, métier, mais il y a quelque chose qui relève aussi de ce qu'on appellerait, nous, plutôt des compétences transversales et dans je dirais, les mots à la mode, les soft skills. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en capacité d'identifier des activités mécaniques, qui sont mécanisables, qu'on peut reproduire et qui peuvent faire l'objet de calculs, quelle est la place de l'humain? Est-ce qu'on va développer des compétences finalement moindres parce qu'il y a une panne, il y a une maintenance à assurer, il y a une détection, et on nous dit voilà, en gros, c'est ça qu'il y a à faire. À ce moment-là, s'il faut suivre un processus, la compétence, c'est plus forcément de faire le diagnostic, mais d'arriver à suivre les différentes étapes du processus qui sont préconisées par le robot ou le système d'intelligence artificielle qui m'est proposé. Mais ça peut être aussi plus intéressant que ça, parce que ça peut non pas simplement reléguer, si on était dans la distribution et dans la logistique, on dirait le dernier kilomètre. Bon, ben là, ce n'est pas le dernier kilomètre, c'est le dernier geste technique que la machine ne fait pas. Donc, est-ce que c'est simplement un appauvrissement des compétences ou le développement de nouvelles compétences? Et c'est souvent la vérité, souvent entre les deux. Parce que du coup, parfois, la machine, elle vous pose plusieurs solutions. Ça veut dire qu'elle a poussé les éléments d'analyse et de rationalité jusqu'à un certain degré, mais elle n'a pas réussi à trancher. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à vous dire le bon process à suivre, c'est celui-là, et suivez-le pas à pas. Donc à ce moment-là, ça réinterroge l'humain et le technicien, dire quelle est finalement la bonne solution, enfin celle qui te paraît la meilleure et la plus optimale au regard du contexte. Donc c'est sur ces choses-là qu'on a commencé de travailler. On pourrait parler aussi des métiers du bâtiment, où on a intégré, ça fait quelques années déjà, et la création d'un nouveau titre professionnel, les problématiques du BIM, qui sont finalement des objets connectés qui servent à la conception du bâtiment, mais qui ont après des conséquences très importantes sur les moyens de production. Je passe aussi sur l'industrialisation du bâtiment, c'est-à-dire qu'un modèle plutôt artisanal, même s'il a été relativement industrialisé, on est en train de passer, c'est plus prégnant en Angleterre et dans les pays du Nord, à une industrialisation des moyens de production des bâtiments, avec une optimisation, c'est-à-dire en gros des cellules qui sont fabriquées dans des usines, et finalement après, sur chantier, on va être plus sur de l'assemblage. Ça, c'est des choses qui commencent d'apparaître sur des bâtiments neufs, assez développés au Danemark, en Suède. Je sais qu'il y a des expérimentations en Hauts-de-France en ce moment. Donc nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est qu'est-ce que ça va changer sur les compétences des ouvriers, des techniciens supérieurs qui vont devoir faire usage, sachant que la totalité, je dirais, de la rationalité des usages n'est pas contenue dans la solution qui est proposée. Il y a toute une partie qui doit être adaptée par les industriels et par les professionnels. Et c'est ça qui est, je trouve, extrêmement intéressant dans l'intelligence artificielle, dans la perception que nous en avons des usages qui sont en train de s'inventer. Du coup, quand je reviens sur un des propos qui visait la compétence transversale, quand on repère ces éléments de transformation et ces évolutions sur les métiers, concrètement, dans un dispositif de formation, ça veut dire quoi et comment ça peut se traduire ? Alors, on va donner quelques exemples, et je vais passer la parole à Hervé, parce que c'est lui qui va les développer. Nous, ce que je vous disais, c'est que déjà dans les référentiels d'analyse du travail, on intègre ces compétences. C'est-à-dire la compétence étant définie comme, simplement, finalement, c'est qu'est-ce qu'il faut que je sache faire pour réaliser telle et telle activité. Et donc, on les traduit dans les référentiels, et puis après, bien sûr, dans le parcours de formation. C'est pas, tout à l'heure, l'autre intervenant l'a dit, c'est pas forcément le grand soir, c'est pas forcément 6 mois de formation, c'est la capacité à envisager différemment son métier et les différentes activités quotidiennes qu'il faut réaliser. Mais je pense que c'est le moment que je passe la parole à Hervé. Je gage le micro, je ne lâche plus. Je vous remercie. Merci Christophe Sadoc. Alors, Hervé Fulbert, directeur de l'ingénierie sur le secteur industrie.
concrètement, justement, si on va un petit peu plus loin et qu'on bascule dans l'illustration dans le champ de l'industrie, quelle forme ça prend et qu'est-ce que ça veut dire pour nous à l'AFPA du coup? Alors, je vais essayer de développer la question au travers d'un exemple qui va tourner autour du secteur de la maintenance industrielle. La maintenance industrielle a ceci d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'un des secteurs qui va être très fortement impacté par l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'est déjà en partie, mais va l'être d'autant plus que c'est un sujet, et mon voisin l'évoquait tout à l'heure quand il relatait quelque part l'histoire de l'intelligence artificielle qui prenait naissance, entre guillemets, au travers des systèmes experts, si on peut le dire ainsi. Les systèmes experts en maintenance industrielle, en automatisme, sont déjà des activités, des compétences qui sont développées de longue date, mais l'accélération de ces dernières années, au travers à la fois des technologies et des modèles prédictifs amenés par le deep learning ou d'autres systèmes de ce type, ont accéléré quelque part l'usage et l'intérêt de l'intégration de la maintenance. Et nous, la question que nous nous posons aujourd'hui à l'AFPA, c'est de pouvoir déterminer la vitesse à laquelle ces compétences vont être véritablement utilisées, nécessaires en masse auprès des entreprises, des acteurs, on va dire, économiques, pour pouvoir les intégrer dès à présent ou progressivement au sein du contenu de nos formations. Et pour pouvoir répondre donc à cette question particulière, je vais faire un petit zoom sur une notion particulière de la maintenance que l'on appelle aujourd'hui la maintenance dite prédictive. La maintenance, si je détaille un tout petit peu ce qu'était la maintenance et ce qu'est la maintenance aujourd'hui, la maintenance, elle a démarré par ce que l'on a appelé la maintenance dite corrective. Une pièce tombait en panne, un moteur tombait en panne, on le constatait, ça générait un arrêt de production, on le remplaçait. On accompagnait donc l'ensemble des opérateurs techniciens supérieurs pour posséder les compétences nécessaires à la fois au diagnostic et à la capacité de pouvoir donc remplacer l'ensemble des éléments qui tombaient en panne à l'époque. Ça générait un coût global, national, mondial, phénoménal, ces coûts d'arrêt, ces coûts de remplacement, qui a progressivement été corrigé par la maintenance, on va dire, prévisionnelle. La maintenance prévisionnelle, elle avait pour objectif, cette fois-ci, de pouvoir anticiper, soit à partir de statistiques, soit à partir de données, la manière et le moment où telle ou telle pièce allait pouvoir tomber en panne. Mais ça ne suffisait pas, ça réduisait les coûts, etc. La maintenance prédictive, aujourd'hui, qui a déjà commencé à arriver, qui ne s'appuie pas forcément en l'état sur de l'IA, permet, à travers d'observations, à travers de capteurs, à travers de données, de pouvoir prédéterminer, prédire à quel moment, effectivement, un moyen, une pièce, une machine va tomber en panne. Et l'apport de l'IA, c'est de pouvoir amplifier ce phénomène au travers d'une analyse que l'on va appeler multifactorielle. Multifactorielle, ça veut dire qu'on va analyser plusieurs données, plusieurs éléments différents. Par exemple, un moteur s'observe avec l'IA en analysant, en faisant une analyse vibratoire, une analyse acoustique, une analyse du courant. Et c'est avec l'ensemble de ces éléments que l'on va pouvoir essayer de déterminer deux choses intéressantes. On va pouvoir repérer très longtemps à l'avance s'il est en train de se passer quelque chose d'anormal ou quelque chose qui sort d'une tendance, et on va pouvoir prévenir le technicien, l'opérateur, pour qu'il aille essayer d'identifier, de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'on va pouvoir, dans un grand nombre de cas, éviter la panne, corriger un dérèglement quelque part qui évitera que le moteur, une pièce casse. Et l'autre intérêt de la maintenance prédictive, c'est de pouvoir ensuite déterminer de manière assez fine et précise à quel moment, au final, si on voit que la panne est inéluctable, à quel moment cette panne va se produire. De déterminer précisément, presque au jour près, le moment de la panne. Et l'intérêt de ceci, c'est qu'on va pouvoir du coup anticiper, planifier beaucoup plus finement le moment le plus pertinent de l'arrêt de production. Et tout ceci, au niveau compétence, si on essaye de réfléchir à quel... Hervé, est-ce que... Ouais, super. Je rapproche. C'est pour pas qu'on puisse perdre le propos. Si on fait maintenant le lien avec les compétences et l'impact sur les compétences et sur les métiers, notre objectif, c'est de pouvoir, à partir de cela, anticiper, imaginer comment ceci va impacter les compétences des opérateurs, des techniciens supérieurs qui vont travailler dans ces environnements. Et ce que l'on constate, c'est qu'on va avoir pendant un temps donné
le temps donné, c'est le temps que les entreprises vont intégrer, massifier, généraliser ces thématiques, ces sujets, qui vont faire qu'on va avoir à la fois à mettre en place des compétences spécifiques et nouvelles pour permettre aux techniciens de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, comment eux peuvent contribuer, participer à leur amélioration, comment ils peuvent piloter, contribuer à suivre les données issues d'un capteur intelligent, de l'Internet des objets que l'on a au sein des entreprises. On va dire toutes les machines, tous les capteurs communiquent entre eux. Et donc, il faut que nos techniciens et opérateurs comprennent comment ceci fonctionne. Donc, on les accompagne en ce sens. Mais il faut aussi que, dans cette même période de temps, ils conservent les méthodologies d'analyse de diagnostic de panne qu'ils utilisaient antérieurement par rapport à la maintenance dite corrective. Donc, on va avoir toute une période où ces deux méthodologies vont cohabiter, coexister, et progressivement, il va y avoir un glissement des compétences vers plutôt une réduction de la partie de diagnostic et une augmentation, quelque part, de la partie analyse des données issues de l'IA. Et cette analyse des données va, cette fois-ci, générer des compétences transversales, on parlait de compétences transversales, qui vont être amplifiées, nouvelles. Par exemple, on va devoir davantage développer ce que l'on appelle la partie analyse critique. L'analyse critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable, justement, lorsque l'on reçoit un certain nombre de données, lorsqu'on analyse les données issues de l'IA, de pouvoir à la fois choisir quelle est la meilleure solution possible en fonction d'éléments que l'IA n'est pas en capacité d'observer. Pour l'instant, l'IA est encore très loin d'égaler la capacité humaine et la capacité cognitive que pourra avoir l'opérateur ou le technicien pour décider, mais ça permettra aussi d'observer à certains moments que certaines données, certaines solutions ne sont pas forcément plausibles ou réalistes, parce qu'il y a des dérives que l'IA n'aura pas pu observer, etc. Et donc, première compétence transversale que l'on est en train de développer et que l'on va développer progressivement de plus en plus fortement, c'est l'esprit critique. Deuxièmement, c'est la capacité à innover, observer. Innover, observer, c'est aussi la capacité à pouvoir décider ou compléter un moyen, une machine, pour l'équiper progressivement de capteurs permettant demain de récupérer ces datas nécessaires à l'IA pour anticiper, prévenir de pannes qui vont arriver. Donc on accompagne donc les opérateurs et techniciens sur ces sujets-là. Troisièmement, on va développer davantage l'autonomie des équipes, les prises de décision qu'elles n'avaient pas l'habitude de devoir faire. Ensuite, on a aujourd'hui encore un grand nombre de questions, comme l'évoquait Christophe Sadoc. Jusqu'où va aller l'IA en termes de complément, de complétude? Est-ce qu'elle va compléter le rôle et la place du technicien, de l'opérateur? Pardon, c'est vrai que j'écarte, merci. Est-ce qu'elle va réduire un certain nombre de compétences et d'intérêts? Est-ce qu'elle va remplacer un certain nombre d'activités? Ce que l'on commence à percevoir toujours sur le sujet de la maintenance, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches qui, grâce par exemple à l'apport de la réalité augmentée et réalité virtuelle, peuvent être transférées aux opérateurs de production. La maintenance de niveau 1 et 2 va être, on le voit dans certaines entreprises, transférée sur les opérateurs de production. Donc on a un glissement des tâches et des activités. Donc voilà ce que l'on observe, ce que l'on constate et ce que l'on commence à intégrer progressivement dans nos contenus de formation. D'accord. Merci Hervé. Alors, on est à peu près dans les temps. À peu près, il nous reste 5 minutes. À peu près dans les temps. Donc, du coup, vous avez compris, c'est le temps des questions, réactions, suggestions, envie de rajouter un propos, un commentaire. Et si on peut permettre, Magali, en ligne aussi ceux qui nous suivent, parce qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui nous suivent en ligne actuellement, vous pouvez également poser des questions dans le chat, hein, on regardera en direct. Voilà, si vous avez des questions, on vous demandera de vous lever simplement, vous serez filmé en même temps pour poser votre question ou un commentaire. Alors des réactions même, hein. Petite réaction. Allez, je fais des réactions téléguidées. Ah. Alors, c'est une réaction, question en matière de formation. Alors, à l'attention de tous ceux qui sont intervenus, pas spécialement des collègues de l'AFPA, même s'ils sont concernés par ma question.
je fais un peu le naïf aussi volontairement, mais je ne me force pas beaucoup sur le sujet. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, à travers l'intelligence artificielle, des applications dans le domaine même de la pédagogie, c'est-à-dire des sciences de l'éducation, et quelque part une machine à apprendre, quoi. Alors surtout pas pour remplacer nos formateurs qui nous sont essentiels et indispensables, mais pour transformer leur métier, qui se transforme de toute façon, et du coup d'avoir une assistance à l'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle qui apprendrait très vite comment guider et comment permettre de rendre plus efficace, plus efficient et plus adapté le processus même d'apprentissage pour l'apprenant. Parce que nous qui en formons 100 000 par an partout, c'est un énorme challenge. Ouais, Alain, ouais. Oui, tout à fait. Non, mais dans le secteur de la formation professionnelle qui est le nôtre, je ne sais pas à l'université comment ça se passe, mais on a vu fleurir tout ce qui est questionnaire adaptatif. Donc, qui embarque de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, d'ailleurs, sache-le, on les a utilisés nous aussi pour l'AFPA Game, qui est un petit jeu qui permet de renforcer les apprentissages de base, où il y a effectivement un algorithme qui va systématiquement, en fonction de la cotation des questions, encadrer, on va dire, ton seuil de réponse. On a aussi, c'est PIX, ça fonctionne comme ça, pour la certification éducation nationale. Mais après, au-delà des questionnaires adaptatifs, nous, on l'a testé sur des objets, notamment sur des simulateurs, avec un peu de réalité virtuelle. C'est Hervé et ses équipes qui l'ont testé pour le soudage, où justement on enregistre, enfin on fait souder des personnes en réalité virtuelle. Je crois que tu as vu comment ça fonctionnait. Et après, on traite les données pour proposer des exercices qui sont particulièrement adaptés. Mais moi, je ne crois pas qu'il faille avoir de fascination pour l'objet. Ce qui est intéressant en l'espèce, c'est qu'est-ce que ça change pour le professionnel, c'est-à-dire pour le formateur. Et là, ça interroge aussi, il y a des éminents collègues de la DRH, mais qu'est-ce que ça change pour le métier de formateur? C'est comme pour l'exemple de la maintenance. Il y a la maintenance de premier degré, on a l'impression qu'elle est en train de glisser vers l'opérateur. Celui qui avant produisait ne faisait pas de maintenance. Et donc la maintenance prédictive de plus haut niveau, elle se spécialise. La question, c'est le formateur en tant que l'organisateur de mise en situation, métier, de référence, etc. Qu'est-ce que ça change dans son rôle et dans sa posture d'utiliser aujourd'hui des questionnaires adaptatifs là où autrefois il était amené à faire des entretiens? Qu'est-ce que ça change d'utiliser de la réalité virtuelle et des simulateurs de soudage alors qu'avant il était dans la démonstration de son geste métier? Mais si je me permets l'analogie, c'est le même principe que pour l'opérateur, celui qui nos métiers ne sont pas distincts, ne sont pas en dehors du monde. Simplement, comme ce ne sont pas des métiers de la production, les enjeux économiques sont différents. Même si nous, à l'AFPA, on a souvent un vocabulaire de l'industrie. Mais il est évident que d'abord, ça a envahi le monde du commerce, des échanges et du marketing. Maintenant, c'est en train parce que les enjeux industriels d'optimisation des coûts sont énormes. Et c'est vrai que sur la question, finalement, des sciences humaines, de l'éducation, les usages ne sont pas portés par des industriels qui ont la même force de frappe et les mêmes enjeux. Mais c'est quand même à l'œuvre. Peut-être, madame, vous voulez compléter. Oui, l'éducation a besoin d'intégrer ces nouvelles technologies et ces nouvelles façons d'apprendre, qui intègrent aussi l'intelligence artificielle, parce qu'on voit bien qu'on est dans une période où on doit apprendre à vivre nos différences, et que pour un enseignant comme pour un médecin, capter l'ensemble des différences de chacun des enfants, c'est pas facile. Les enfants évoluent dans des mondes qui est plus rapide aussi, donc il faut appréhender tout ce monde-là. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, elle est un outil d'aide à soit enseigner, soit aider à diagnostiquer, soit apprendre à avoir une meilleure thérapie. Et effectivement, je pense qu'il y a énormément d'innovations en pédagogie comme en médecine. Enfin, on parle de la médecine des CP maintenant.
la personnalisation, la participation, effectivement, et ces outils-là sont possibles et sont en train de se dessiner grâce en partie à l'intelligence artificielle. Oui, j'ai un commentaire supplémentaire, parce que le débat est lancé. Mais oui, je pense que le principe de base de dire on a tous des besoins différents et l'IA et les algos peuvent nous caractériser et mettre en face la bonne offre, c'est du bon sens. Donc, il n'y a pas de débat, on va y aller. Après, en fonction des métiers, des industries, qu'on soit réellement dans la formation ou dans le monde des grandes entreprises qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont commencé à développer ça au niveau RH avec des gros moyens. Hein. Moi, je bosse avec les BNP, L'Oréal, etc. C'est encore très compliqué d'avoir finalement à la fois du retour sur investissement, de la création de valeur, pour plein de raisons, notamment celles liées aux données, parce que voilà, le traitement de ces données, notamment des données RH, il y a de la sensibilité, il y a plein de choses, et c'est pas il y a eu beaucoup de buzz sur les cas d'usage de ce type-là, et en fait, dans la vraie vie, dans l'entreprise, ça se développe relativement peu, en tout cas plus lentement que d'autres, et puis effectivement, il y a des enjeux aussi entre guillemets, de sensibilité aussi aux données RH, qu'on va à la fois dans la médecine et dans l'éducation. Il y a des questions éthiques aussi derrière qui sont importantes à avoir en tête. Merci. Alors, juste avant de conclure, quand même, je voudrais laisser la parole ou une réaction à... Alors, allez, Rafik. Bonjour, Rafik Boudjelou, je suis directeur de la Maison de l'Emploi Ouest-Provence. Donc j'ai en même temps un témoignage et puis une réflexion. Le témoignage, puisque M. Sadok a fait référence au BIM, on a travaillé sur le BIM en 2018 pour essayer d'accompagner les artisans à cette montée en compétences et essayer de les aider à accéder à cette nouvelle technique de construction. Très difficile de les sensibiliser. Et puis... on a essayé le levier de la commande publique qui a permis de toucher certaines entreprises et qui ont donc pu acquérir quelques connaissances de premier niveau de ces techniques de construction. Et bien entendu, il fallait travailler aussi avec les architectes en amont, etc. Concernant l'intelligence artificielle, ma question, puisque effectivement M. le sous-préfet faisait référence à la nécessité d'accélérer le processus pour ne pas, pour reprendre ses propos, rater le train en marche. Ma question, c'est comment aujourd'hui, quels sont les leviers qui sont entre les mains à la fois de l'État et des collectivités pour pouvoir participer à cette accélération-là, parce que c'est toujours le marché qui exprime le besoin, qui permet de susciter le besoin et puis faire fonctionner et puis construire les compétences de l'intelligence artificielle demain et mettre l'AFPA dans cet écosystème. Merci. Alors là, ça questionne un peu l'État quand même, la mobilisation collective, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse ? Vanessa, oui, il faut rapprocher le micro en fait. Là. Oui, c'est bien. Oui, étant un pied dans l'université et un pied dans l'entrepreneuriat, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on voit au niveau opérationnel, c'est qu'effectivement, les entreprises comme l'université, on a besoin de travailler avec les gens qui forment, donc les gens comme l'AFPA. Alors, on travaille beaucoup avec des STI, parce que je suis un peu plus niçoise que marseillaise en ce moment, mais il y a des entreprises, enfin, je sais plus, c'est une association comme la Plateforme, l'école Simplon, enfin, il y a des écoles comme ça qui se montent, et effectivement, nous, on apprécie énormément d'avoir des jeunes ou moins jeunes qui se tournent vers l'intelligence artificielle, la data science, mais qui co-construisent avec l'entreprise ou avec l'université. Et effectivement, l'IA, c'est tellement vaste que, je ne sais pas, faire un diplôme IA, c'est impossible. Mais essayer de co-construire entre les cas d'usage et les organismes formateurs, on s'aperçoit que, du coup, on se retrouve avec des gens qui sont opérationnels, qui ont l'expertise data science et IA, mais aussi l'expertise de l'entreprise
parce que, comme on vous a dit, c'est très transdisciplinaire et il faut ce dialogue et cette compréhension, cette communication entre deux jargons qui parfois ont du mal à se comprendre. Donc, co-construire les contrats en alternance, maintenant on a adoré travailler avec des étudiants ou en contrat d'alternance, ou en tout cas en relation très très proche avec les organismes formateurs. Oui, une réponse brève. L'État, aujourd'hui, c'est pas lui qui va faire rendre l'IA vernaculaire sur le territoire. Parce que l'État, c'est vous tous, hein. C'est les collectivités territoriales, c'est l'implication aussi des entreprises, c'est d'abord l'AFPA, qui est un outil de l'État, et décentralisé, délocalisé. C'est les élus vraiment qui doivent s'emparer du sujet à travers les missions locales, c'est la région, c'est les formations, c'est l'UIMM qui travaille sur des produits nouveaux. Enfin, c'est une mobilisation générale. Alors, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait ce qu'il a fait aujourd'hui avec la DMIA, moi, vous et l'AFPA, qui sont des acteurs de l'État. Il vient stimuler le territoire et simplement essayer de faire que tous les acteurs se mettent en action. On n'est plus dans un système vertical, on est en réseau. Et les outils, ils existent, les financements, ils existent. Ils sont à l'intérieur des entreprises, ils sont dans les outils, dans les systèmes de formation, ils sont dans la compétence et les talents que l'université peut mettre à disposition, ils sont à l'AFPA dans la capacité de contractualiser avec des formateurs. L'essentiel, c'est que la démarche soit surtout collective et que ça se mobilise. On va le faire dans le service public de l'emploi, le SPEL de l'arrondissement. On va s'occuper d'intelligence artificielle, mais là, encore une fois, c'est une mobilisation transversale. On va le faire avec le lab territorial que l'État impulse aujourd'hui avec les acteurs du territoire sur la nouvelle industrie, le nouvel horizon de l'industrie. Mais encore une fois, les outils, ils sont devant vous, la table est servie. Merci. Juste quand même, une réaction, on a la chance d'avoir Laurent Silvestrini du pôle formation de l'UIMM à nos côtés. Et du coup, on sait qu'on travaille souvent ensemble sur ces sujets-là. Je trouvais ça bien que... Merci beaucoup. Oui, donc je représente le centre de formation des apprentis juste à côté. Et c'est vrai que cette démarche est partenariale avant tout. Moi, je confirme que l'IA est vraiment au cœur du levier d'attractivité, notamment des jeunes. Sinon, on n'y arrivera pas. Je parle vraiment pour l'industrie. Et donc l'intelligence artificielle, le numérique, le digital, du bac pro jusqu'au diplôme d'ingénieur, mais même pour les parcours en formation continue, ça sera vraiment essentiel. Donc nous, c'est vrai, comme le disait monsieur le sous-préfet, on répond à tous les appels à projets, notamment les programmes d'investissement d'avenir où l'IA, le digital et le numérique sont vraiment au cœur de plus en plus, avec des consortiums d'acteurs, l'université, les grandes écoles, les acteurs publics. Et c'est vrai qu'avec l'UMM, là, on a lancé depuis quelques années des bachelors, donc Bac+3 spécifiques intelligence artificielle, industrie du futur, donc sur Istres juste à côté, sur de l'AI maintenant, sur traitement big data, supply chain nouvelle génération et robotique. Donc c'est un facteur d'attractivité, mais enfin pour moi en tout cas il est vraiment essentiel et sinon on n'arrivera pas. Il y a des grosses problématiques de sourcing, hein, monsieur Diaz en a un peu parlé tout à l'heure dans l'industrie et c'est vrai que voilà, collectivement sinon on ne pourra pas y arriver. Merci Magali. Merci, c'est important parce que c'est ça aussi la dynamique du territoire. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et merci beaucoup de votre présence.